Bonjour et bienvenue sur Algomius. Aujourd'hui, nous nous attaquons au sujet d'Anal pour les BTS CG pour la partie mathématiques appliquées, donc sujet qui est tombé en 2025, donc l'an dernier, et on va essayer de cerner un petit peu le sujet, on va essayer de comprendre un peu ce qui nous est demandé, et on va essayer de faire des allers-retours avec le cours pour systématiquement voir où retrouver des références à ces différents éléments. Alors, là, effectivement, quand on se retrouve devant ce sujet-là, brevet de technicien supérieur métropole, effectivement, l'ensemble du sujet fait référence à un écoparc dédié à la conservation de la biodiversité des espèces menacées. Alors, vous aurez droit, effectivement, à votre calculatrice pendant l'épreuve, en mode examen. Alors, ça ne veut pas forcément seulement dire qu'il faudra ramener votre calculatrice, mais il faudra aussi, en fait, arriver à s'en servir. Alors, je le rappelle aussi tout le temps, hein, vérifiez aussi que changer les piles la veille, hein, ou charger votre calculatrice, ça arrive encore assez souvent que des étudiants arrivent en fait à l'épreuve avec une calculatrice qui n'a plus de batterie. Donc, il faut savoir s'en servir, c'est-à-dire que vous devez connaître en fait le contenu du programme de BTS-CG et savoir comment résoudre certaines questions à la calculatrice. Typiquement, comment calculer une loi normale, comment calculer une probabilité sur une loi binomiale, comment calculer un coefficient de corrélation linéaire, comment calculer une droite d'ajustement affine. Ce genre de choses, c'est en fait des éléments que vous devez connaître. Voilà. Et donc, effectivement, on a un découpage qui est fait, on a deux exercices, on a plusieurs parties. La plupart du temps, à chaque fois qu'on change d'exercice ou qu'on change de partie, on change aussi de chapitre en fait du cours. Les parties et les exercices sont systématiquement indépendants, donc si jamais vous avez vraiment une partie qui ne vous inspire pas, c'est vraiment quelque chose que vous n'avez pas compris ou vous n'avez pas aimé, n'hésitez pas à passer à une autre partie et à revenir plus tard. C'est pas parce que vous n'avez pas fait la partie A que vous ne pourrez pas faire la partie B. Très souvent, eh bien, ça parle du même sujet, mais ça ne fait pas entrer en ligne de compte les mêmes notions. Et donc, on va essayer de décortiquer un petit peu ce sujet, et à chaque fois, je vais essayer de vous ramener des éléments de cours qui vont vous permettre de répondre aux questions. Donc, premier exercice, donc on vous le rappelle, hein, les différentes parties de cet exercice peuvent être traitées de façon indépendante, ça veut dire qu'il n'y a pas de lien entre elles. Donc, si vous restez bloqué sur la partie A, n'hésitez pas à passer à la partie B. Vous n'aurez pas besoin des résultats de la partie A pour pouvoir continuer. Donc, qu'est-ce que nous dit la partie A? La feuille de calcul d'un tableur dont un extrait est proposé ci-dessous donne l'évolution du nombre annuel d'entrées de cet écoparc pour la période 2013-2019 avant la crise sanitaire. Et donc, on vous donne un tableau Excel, puisqu'effectivement, l'utilisation d'Excel est aussi au programme des BTS-CG. Mais évidemment, le jour de l'épreuve, vous n'aurez pas accès à Excel. Et d'ailleurs, on ne vous demandera probablement pas de formules très compliquées. Ce sera simplement des formules qui vont se limiter à des opérations de base, hein. On ne vous sanctionnera pas parce que vous ne connaissez pas comment s'appelle exactement la formule qui fait la loi normale, quoi. Donc, on vous précise que la ligne 3 est au format pourcentage arrondi à deux chiffres après la virgule. Ok, et on vous donne donc du coup un tableau Excel. Et les premières questions qu'on va vous poser, c'est effectivement d'arriver à retrouver des éléments dans ce tableau Excel. Alors qu'est-ce qu'on vous donne? On vous donne en première ligne des années, 2013, 2014, 2015, on vous donne le nombre d'entrées au parc pour ces années-là. Ok, donc on arrive à noter une petite évolution quand même. Et on a le taux d'évolution annuel arrondi à 0,01%. Le taux d'évolution annuel, en fait, c'est le taux qui va me permettre de retrouver en fait le nombre d'entrées une année en connaissant le nombre d'entrées à l'année N-1. Donc on va probablement nous poser des questions un petit peu de ce style. Donc, quelle formule a-t-on saisi en C3? Donc C3, c'est le premier taux d'évaluation annuel arrondi pour l'année 2014, puis recopié vers la droite pour obtenir les différents taux d'évolution annuelle du nombre d'entrées au parc. Alors cette question-là, il faut se souvenir en fait ce que veut dire en fait d'avoir un taux d'évolution. Alors, je vais dessiner un petit peu. Un taux d'évolution, ça veut tout simplement dire, voilà, j'étais en fait sur une année N, voilà, par exemple, et ce que je voudrais savoir, en fait, donc je connais le chiffre de l'année N, et je voudrais en déduire le chiffre de l'année N plus 1. Et ce que j'aimerais savoir, en fait, c'est par quel est le taux, en fait, qui me permet d'aller de l'un à l'autre. Okay, donc, ce taux-là, pour avoir en fait si jamais j'ai le nombre d'entrées de l'année N et que je veux avoir le nombre d'années d'entrées à l'année N plus 1, il va falloir en fait que je le multiplie par ce qu'on appelle le coefficient multiplicateur. Alors le coefficient multiplicateur, c'est quoi? C'est tout simplement 1 plus le taux.
Alors pourquoi 1 plus le taux? Puisqu'effectivement, le taux nous donne juste l'évolution. Mais si jamais j'ai les entrées d'une année et que je veux avoir les années, l'année n plus 1, il faut que je multiplie, je conserve en fait les entrées de l'année n, donc c'est ça, c'est là d'où vient le 1, et j'ajoute en fait l'évolution, soit positive, soit négative, et ça c'est mon t. Ok? Donc ça veut dire que, si jamais je résume tout ça, je vais juste prendre un petit bloc-notes pour pouvoir faire mes opérations. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je prends mes entrées de l'année n, ok, et que je les multiplie par mon coefficient multiplicateur, je devrais avoir en fait les entrées de l'année n plus 1. Ok. Alors dans mon tableau Excel, les entrées année n et entrées année n plus 1, ça je connais. Par contre, ce que j'essaie de chercher, c'est le taux qui est ici. Alors comment je vais faire pour récupérer ce taux? Il faut que je l'isole déjà dans la partie de gauche. Donc pour l'isoler dans la partie de gauche, il faut que je me débarrasse en fait déjà de entrée sur année. Comment je m'en débarrasse? Eh bien, je divise par entrée année n à gauche et je divise par entrée année n à droite. Donc ça veut dire que dans le membre de gauche, il me reste 1 plus t, et dans le membre de droite, il me reste les entrées de l'année n plus 1 que divise les entrées de l'année n. Ok, ça marche. Tiens, je vais carrément le faire dans ma feuille réponse. Comme ça, je pourrais bénéficier en fait tout simplement de l'écriture sur Word. Donc là, je vais effectivement insérer directement une barre de fraction, comme ça ce sera beaucoup plus simple et beaucoup plus clair. Donc je vais faire une équation manuscrite, je vais faire juste 1 sur 1. Voilà. Donc en haut j'ai quoi? J'ai l'année n. Voilà, et en bas j'ai l'année n. Voilà. Ok. Alors j'ai pas encore tout à fait isolé t, mais bientôt en fait. Là j'ai juste t plus 1, donc ce qu'il faut que je fasse, c'est que je me débarrasse du 1 dans la partie de gauche. Ça veut dire que dans la partie de gauche, il va me rester uniquement t. Et comment je me suis débarrassé de ce 1? J'ai fait en fait moins 1. Là, ce que je fais dans la partie de gauche, il faut que je le fasse aussi dans la partie de droite. Donc là, vous avez la formule de calcul du taux. Il suffit que je prenne l'année n plus 1, je le divise par l'année n et je fais moins 1. Donc ça, c'est une des formules qui existent. On peut aller encore plus loin. On peut dire, par exemple, on pourrait mettre tout au même dénominateur, c'est-à-dire que le dénominateur ici, c'est entrée année n. Donc ce que je peux faire, si je mets tout au même dénominateur, 1 c'est quoi? 1, si je le mets sous forme de fraction, c'est entrée année n sur entrée année n. Ok? Et ça, si je mets tout au même dénominateur, qu'est-ce que ça va me donner? Je vais prendre ça, ça va me donner, hop, ça va me donner année n plus 1. Alors je vais quand même mettre des parenthèses pour que on ne se rate pas. Année entrée n plus 1, moins entrée année n, et le tout sur entrée année n. Donc les deux formules sont valides, ils vont donner exactement le même résultat, que vous preniez celle-là ou celle-là, peu importe laquelle des deux vous prenez. J'en reviens en fait à ma question. La question qu'on me posait, elle était la suivante. Qu'est-ce que je dois mettre en C3 et que je dois recopier vers la droite? Il faut simplement que je récupère donc la formule en C3. En C3, je dois mettre quoi? Je dois mettre entrée année n plus 1. Donc entrée année n plus 1 au... Ça, je vais mettre ça au numérateur. Donc entrée année n plus 1. Je vais prendre en fait l'année qui est en C2. Je vais prendre les 36 258. Donc ça, je vais prendre ce qui est en C2. Et je vais enlever les entrées qu'il y a eu l'année d'avant. L'année d'avant, c'est ce qui va se trouver en B2. Donc, je vais faire C2 moins B2. Et je divise tout ça par entrée année n. Donc, entrée année n, c'est sur B2. Voilà. Est-ce que ça fonctionne? Il suffit en fait de prendre la calculatrice et de vérifier. Je vérifie déjà pour C. Je prends la calculatrice. Voilà.
Et je dis, je fais quoi? Je fais 36 258 moins 35 645. Donc là, j'ai mon numérateur, 613. Et ça, je divise par 35 645. Et j'obtiens 0,01719. Ok, 1, donc effectivement, si je le mets en pourcentage, ça me fait mes 1,72%. Ça marche. Donc n'hésitez pas à vérifier hein, si votre formule est correcte. Normalement, on devrait avoir le même résultat qu'il y a déjà dans le tableau. Ok. Donc on me demande maintenant de calculer ce qu'il y a dans E3. En fait, vous voyez qu'il y a une case vide. Alors pourquoi il y a une case vide dans B3? Vous voyez que la formule du taux d'évolution, en fait, elle se base sur l'année N-1. Et quand je suis en B, si c'est la première année où j'ai des chiffres, j'ai pas d'année N-1. Donc dans ce cas-là, en fait, je ne peux pas la calculer, c'est pour ça que la case est grisée, et ça veut dire effectivement que là, j'ai rien à calculer. Mais on me demande de calculer E3. Alors calculer E3, donc là j'ai la formule en C3, ok, calcul de E3. Le calcul de E3, c'est pas super dur en fait. Il suffit en fait que je reprenne, je vais reprendre cette formule-là, qui était en C3, mais maintenant je vais juste prendre la formule de E3. Alors la formule de E3, qu'est-ce qu'elle va être? Eh bien, elle va utiliser les entrées actuelles de E, donc qui va être en E2, et les années, l'année précédente, qui est en D2. Donc je vais tout simplement dire, voilà, c'est E2 moins D2 sur D2, et si j'ai à calculer ça, eh bien, je vais tout simplement remplacer maintenant, je vais remplacer ça par par mes chiffres. Donc E2 c'est quoi? Alors E2 c'est... le sujet. E2 c'est 42 524. Donc je vais mettre ici 42 524. Et D2 c'est quoi? D2 c'est 38 630. 38 630. Donc sur 38 630. Il me reste à calculer ça. Je prends une fois de plus ma calculatrice. Je fais 42 524 moins 38 630. J'ai le numérateur. Et je divise tout ça par 38 630. Et j'obtiens 0,1008. Ce qui est égal effectivement à 10,08%. C'est arrondi, hein. On m'a demandé d'arrondir à deux chiffres après la virgule. Oui, puisque le taux d'évolution annuel est arrondi à 0,01%, donc deux chiffres après la virgule. Donc c'est bien ce que j'ai fait. Ok. Première question, pas très compliquée, hein. Alors ne vous laissez pas perturbé par le fait qu'on vous demande de résoudre des choses en Excel alors que vous êtes sur papier. Vous voyez qu'on ne vous demande pas des choses très compliquées, hein, c'est juste des plus, des moins. C'est pas des formules très très complexes dans Excel. Ok, deuxième question. Justifiez que sur la période 2013-2019, le nombre d'entrées dans l'écoparc a augmenté d'environ 69,5%. Ok, donc maintenant, si je reprends mon schéma, donc je vais peut-être reprendre les vraies années en fait. Donc, on est parti de 2013 et on arrive à 2019. Donc ici, on est à 2013 et ici, on est à 2019. Pardon, là on est à 2014 et on va dire qu'à la fin, alors je ne vais pas tous les dessiner, mais on va dire qu'à la fin, on va être à 2019. Et cette fois-ci, ce que je veux faire, c'est pas... je veux pas, en fait, calculer d'année en année, si c'est bien ce qu'on me demande. Justifier que sur la période 2013-2019, le nombre d'entrées dans l'écoparc a augmenté d'environ 69,5%. Ouais. En fait, ce que je veux maintenant, c'est calculer, non pas l'évolution d'un an sur l'autre, mais je veux calculer, en fait, l'évolution sur la période 2013-2019. Donc, en fait, ce que je cherche à faire, c'est calculer, en fait, le taux qui m'amène directement de la période 2013 à la période 2019. Et donc ici, maintenant mon 1 plus t, hein, c'est pas celui-là que j'essaie de chercher, c'est celui-là. Ok, et bien le calcul va être le même finalement que ce que je viens de faire. C'est-à-dire que je peux repartir de la formule que j'avais au départ, hein, et ce que je vais faire, c'est que je vais calculer, sauf que cette fois-ci, je vais prendre mes années de référence. Alors c'est pas année n, je vais prendre en fait
Si je prends l'année 2013 et que je multiplie par le coefficient multiplicateur, je vais me retrouver en fait avec l'année 2019. Et c'est ce taux-là que j'essaie de faire. Bon, bah c'est exactement en fait la même transformation que j'ai ici, hein. Le taux va me donner exactement la même formule à la fin, donc j'ai déjà fait le calcul, donc je ne vais pas le refaire. Le taux à la fin, en fait, c'est le nombre d'entrées 2019 moins le nombre d'entrées 2013 sur le nombre d'entrées 2013. Je fais une application chiffrée, je reprends tout ça et je mets les éléments en chiffres. Alors dans le sujet, qu'est-ce qu'on me dit? Combien il y a eu d'entrées en 2019? Ben, il y en a eu 60 410, donc ça c'est mes informations 2019, 60 410. Et combien est-ce qu'il y en a eu en 2013? Il y en a eu 35 645. 35 645. Et évidemment, sur les chiffres 2013, donc 35 645. Je reprends ma calculatrice, je calcule tout ça. Donc 60 410 moins 35 645 me donne le numérateur. Et je divise tout ça par 35 645 qui me donne 0,6948. Si j'arrondis, 0,6948. Ou qui est égal à 69,48%. C'est du positif, donc il y a eu effectivement augmentation de 69,48. Est-ce que c'est bien ce qu'on me dit? Justifié sur la période 2013-2019, c'est que le nombre d'entrées dans l'écoparc a augmenté d'environ 69,5%. Bah, 69,48, ouais, on est pas mal. On est pas mal du tout. Donc ça, il y a beaucoup aussi dans les sujets, c'est-à-dire qu'on vous demande de calculer quelque chose et on vous dit que ça devrait être proche de quelque chose. Ce qui permet en fait de vérifier vos calculs. Et ce qui permet aussi de vérifier assez facilement si vous n'êtes pas trompé à un moment donné dans une conversion. Par exemple, si vous trouvez 6,95%, bah c'est juste en fait que vous vous êtes trompé quand vous êtes passé au pourcentage ou quelque chose comme ça. Ça peut vous mettre sur la voie, donc n'hésitez pas en fait à essayer de trouver en fait ce qui cloche par rapport à la solution qu'on vous propose. Ok, donc les 69,5%, on les a. Maintenant, on vous demande de calculer le taux d'évolution moyen du nombre d'entrées dans l'écoparc sur la période 2013-2019 et arrondir à 0,01% près. Ok, alors qu'est-ce que ça veut dire? Je reprends mon petit schéma. Qu'est-ce que c'est qu'un taux d'évolution moyen? Ça veut dire tout simplement qu'il y a eu 2014, il y a eu 2015, il y a eu 2016, il y a eu 2017, il y a eu 2018 et il y a eu 2019. Et on sait que pour passer de 2013 à 2018, ça on vient de le calculer, eh bien en fait, ici on a un plus les 69,48 qu'on a trouvé. Ok. Maintenant, ce que j'aimerais calculer, c'est le taux moyen, c'est-à-dire quel est le taux qui me permet d'aller d'une année à l'autre, c'est-à-dire en fait qui me permet d'aller d'une année sur l'autre, voilà, tel que si jamais j'ai une augmentation ici du taux T en première année, j'en ai encore une fois une la deuxième année pour aller en année 3, j'ai toujours le même T en fait, hop, donc je l'ai une fois, je l'ai deux fois, je l'ai deux fois, voilà, et ainsi de suite. Et je voudrais savoir en fait quel est ce T qui, si jamais j'ai tous les ans en fait une augmentation de ce taux T, à la fin j'arrive à la même augmentation globale que celle que je viens de calculer. Ok. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que, si je reprends ce que j'ai écrit ici, alors je vais différencier les deux éléments. Donc j'avais l'année 2013, ok, et l'année 2013, j'avais mon taux global, je vais l'appeler T global. Donc l'année 2013, si je multiplie par 1 plus mon taux global, j'obtiens en fait le nombre d'entrées 2019. Maintenant, je voudrais savoir en fait combien de fois
quel est le taux moyen, c'est-à-dire le taux qui me permet d'aller d'année en année. Alors ce taux moyen, en fait, il est appliqué combien de fois? Alors, je vais tout simplement reprendre mon petit tableau. Donc, il est appliqué... je vais prendre le sujet. Ok. Donc, il est appliqué pour passer de 2013 à 2014, une fois. Il est utilisé pour passer de 2014 à 2015, deux fois. De 2015 à 2016, de 2016 à 2017, de 2017 à 2018 et de 2018 à 2019. Donc, ce taux moyen, il est appliqué 6 fois. Ok? Donc, ça veut dire que si je prends l'année 2013 et que je multiplie par 1 fois le taux moyen, cette fois-ci, ok, bah, il faut que je multiplie 6 fois par ce taux. Donc c'est-à-dire que je vais avoir 1 une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois. Alors évidemment, je ne vais pas l'écrire comme ça parce que ça me prend énormément de temps. Hein. Quand je multiplie 6 fois par le même nombre, en fait, je peux passer par le symbole de puissance et de dire, en fait, j'ai 1 fois taux moyen, puissance 6. Voilà, ça c'est équivalent. Ok, donc si je prends l'année 2023 et que je multiplie 1 plus taux moyen 6 fois de suite, j'obtiens les entrées de 2019. Ok, mais qu'est-ce que ça veut dire du coup si j'ai ça et que j'ai aussi ça? Eh bien, ça veut dire tout simplement que les entrées de l'année 2019 sont les mêmes dans les deux expressions, les entrées de l'année 2013 sont les mêmes dans les deux expressions, et donc ça veut dire en fait que le 1 plus taux global est égal à 1 plus taux moyen à la puissance 6. Donc je vais l'écrire, 1 plus taux global, enfin je vais l'écrire plutôt dans ce sens-là, 1 plus taux moyen hop, est égal à 1 plus taux global. Voilà. Les deux taux, en fait, sont les mêmes, puisque, effectivement, les nombres d'années, les nombres d'entrées ne changent pas, donc j'ai bien égalité, en fait, entre ces deux coefficients multiplicateurs. Le taux global, je le connais, puisque je l'ai calculé juste au-dessus. Il est... je vais le mettre en chiffres. Le taux global, je l'ai calculé tout à l'heure. Alors, je ne sais pas si on part de celui de l'énoncé ou... Ouais, on va partir de celui que j'ai calculé. C'est 69,48. Et donc, quelle est la seule chose qui me manque? La seule chose qui me manque, en fait, c'est le taux moyen. Et ça, je vais essayer de le calculer, je vais essayer de l'isoler. Alors là, on se retrouve, en fait, dans une parenthèse, en fait, qui est montée à la puissance 6. Et ça, monter à la puissance 6, comment est-ce que je fais pour me débarrasser d'une puissance 6? Là, il va falloir revenir, en fait, sur le cours des racines énièmes. Et se souvenir que dans le cours des racines énièmes, on avait tout simplement vu que si je prends un nombre A et que je le monte à la puissance P, et que le résultat obtenu, je le remonte encore une fois à une puissance Q, par exemple. Donc ça, c'est quelque chose que vous avez plusieurs fois dans votre programme, au niveau des analyses de fonctions, au niveau de la racine énième. Et bien, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens en fait A à la puissance P fois Q. Alors, comment je vais me servir de ça, en fait, pour me débarrasser de la puissance 6? Eh bien, en fait, il y a une puissance qui est très facile à calculer, en fait, c'est la puissance 1. Puisque la puissance, si j'ai quelque chose au carré, A au carré, c'est A fois A. A au cube, c'est A fois A fois A. Et donc, si j'ai A puissance 1, A puissance 1, c'est juste A. Donc ce que je vais essayer de faire, en fait, c'est essayer de faire en sorte de me débarrasser de ce puissance 6 en le mettant à la puissance qui annule ce 6. Alors comment je vais faire? Je vais prendre en fait ce taux moyen et je vais en fait le mettre hop, à la puissance 1 sur 6. Sauf que, évidemment, ce que je fais à gauche, il faut que je le fasse à droite également. Donc ce puissance 1 sur 6, il faut que je le mette aussi. Alors ici, je vais peut-être arrêter, là, je vais peut-être faire l'opération directement. Et ici, j'ai aussi à la puissance 1 sur 6. Ok. Alors pourquoi ça me simplifie les choses? Eh bien, parce que sur le membre de gauche, j'ai maintenant une puissance 6 multipliée par une puissance 1 sur 6. Et donc, ça veut dire quoi? 6 multiplié par 1 sur 6, ça va me donner 6 sur 6, ça va me donner 1. Ok?
Donc 1, quelque chose à la puissance 1, a puissance 1, c'est a. Donc ici, en fait, je me débarrasse de la puissance. Et de l'autre côté, j'ai quelque chose que je sais calculer, qui est monté en fait à la puissance 1 sur 6. Ok. Alors qu'est-ce qui me reste à gauche? Le taux moyen, pour l'instant, en fait, c'est le taux moyen, je lui ajoute 1 pour passer au coefficient multiplicateur. Donc il faut que je me débarrasse de ce 1, ça veut dire en fait que je vais supprimer le 1 dans la partie de gauche, ça veut dire que je fais moins 1 sur le membre de gauche, mais si je fais moins 1 sur le membre de gauche, il faut que je fasse la même chose à droite, et donc il faut que je fasse moins 1 sur le membre de droite. J'ai résolu mon problème, t moyen est à gauche, tout seul, isolé, et à droite, je n'ai que des nombres, donc je peux faire le calcul. Je vais prendre Excel, ce qui va être un petit peu plus simple pour mettre toute la formule d'un coup. Je vais donc calculer en fait 1,6948. Ça, je vais le monter à la puissance 1 sur 6. Et je vais faire moins 1. Voilà. Et ça me donne 0,0919. Ok. Environ, 0,0919. Donc ça, c'est mon taux moyen. C'est-à-dire, j'ai un taux moyen de 0,0919, ou, si je veux le mettre en pourcent, 9,19% d'augmentation. Alors, si je le remets dans le contexte de mon exercice, ça veut dire tout simplement que les entrées qu'il y a eu entre 2013 et 2019, le taux d'évolution de 69%, en fait, c'est, si j'avais eu le même taux d'augmentation tous les ans, ce qui n'est pas le cas ici, vu le tableau, mais si j'avais eu le même taux d'augmentation tous les ans, eh bien, ça aurait été un taux d'augmentation de 9,19%. Ça veut dire que si j'augmente de 9,19% tous les ans pendant 6 ans, à la fin, j'ai augmenté de 69,48%. Voilà un petit peu comment comprendre ces différents chiffres. Ok, il me reste une dernière question sur cette partie, et j'en aurai déjà terminé. Je vais juste vérifier que j'ai tout fait. Calculer le taux d'évolution moyen du nombre d'entrées dans l'écoparc sur la période 2013-2019, arrondir à 0,01%. C'est bon, j'ai fait. On suppose que le nombre d'entrées dans l'écoparc augmente d'environ 9,2% par an. Ils sont malins, hein. C'est pas mal. Pour éviter en fait que vous ayez des questions à tiroir, c'est-à-dire que si jamais vous n'avez pas la réponse à une question, que vous soyez bloqué pour la question suivante, très souvent, ils vont vous donner, vous risquez de récupérer la réponse dans la question suivante. Ça ne veut pas pour autant dire qu'il suffit juste de recopier la réponse. Si vous ne donnez pas d'éléments sur comment vous êtes arrivé à la réponse ou quelle formule vous avez utilisée pour la calculer, évidemment, vous risquez de perdre des points, puisque si jamais la réponse est dans l'énoncé, évidemment, on pourrait la récupérer. Mais ça vous permet de ne pas vous retrouver bloqué. Ça vous permet de ne pas vous retrouver bloqué, mais ça a un autre avantage, c'est que ça vous permet de vérifier en fait ce que vous avez calculé. Et nous, on vient de calculer en fait un taux d'évolution moyen de 9,19%. Là, on me parle d'un taux d'évolution de 9,2. On est pas mal du tout. Donc, on suppose que le nombre d'entrées dans l'écoparc augmente d'environ 9,2% par an à partir de 2010. À partir de 2019 ? Ah, ok, d'accord. On le conserve à partir de 2019. Ok. Bon, alors c'est pas tout à fait dit que c'est le taux, mais... Bon. Selon ce modèle, à combien peut-on estimer le nombre d'entrées dans l'écoparc pour 2025 ? Donc là, on vous demande de faire une extrapolation. C'est-à-dire que si le taux continue en fait au même rythme, combien est-ce qu'il y aura d'entrées en 2025 ? Bon. Là, on peut faire une... Bon, alors je pense que le graphe, vous avez compris, c'est juste que si je continue maintenant à tracer des bulles jusqu'à 2025, et que je continuais à mettre 1 plus t systématiquement d'une année à l'autre, avec combien d'entrées je me retrouverai en 2025 ? Bon. Ça veut dire que les entrées futures, comment je vais calculer ça ? Imaginons que j'ai les entrées... C'est vrai que j'ai pas... Ok. Imaginons que j'ai les entrées 2019, ok, et moi, ce que je veux récupérer, c'est les entrées 2025. Ok. Ça veut dire que, imaginons que le taux moyen soit conservé. Ça veut dire que pour récupérer 2020, je vais faire 1 plus le taux moyen qu'on me donne ici, qui est de 0,0919.
Alors je vais prendre celui de l'énoncé, hein, puisque celui de l'énoncé me dit que c'est comme ça que ça va continuer. Donc c'est 9,2%, c'est 0,092. Ok. Donc si je multiplie une fois par le coefficient multiplicateur, je vais me retrouver avec le chiffre 2020. Ok. Si je remultiplie une deuxième fois, je vais retrouver avec 2021, 2022, 2023, 2024, 2025. Ok. Le taux, c'est le taux moyen que je récupère, et donc si je le multiplie plusieurs fois, je vais obtenir le taux 2025. Alors au final, combien de fois j'ai multiplié les entrées 2019 pour arriver à 2025 ? Ben, je vais multiplier une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois. Donc, une fois de plus, je peux écrire cet élément beaucoup plus simplement que ça, en utilisant la puissance et en disant que cet élément-là, je vais simplement le monter à la puissance 6, ce qui va me permettre en fait d'écrire beaucoup plus court. Donc ça veut dire que si, je résume encore une fois, je prends les entrées de 2019 et que je les multiplie 6 fois par le coefficient multiplicateur, je vais récupérer les entrées de 2025, puisqu'effectivement j'aurai passé 6 années de suite pour calculer mes entrées 2025. Bon, bah, il suffit de calculer en fait, hein, tout est sous nos yeux. Donc, je vais utiliser donc les entrées 2019, je dois les avoir quelque part, 60 410. Je multiplie par 1,092 et je récupère normalement les entrées 2025. Bah, on va les calculer, hein. Je vais prendre ma calculatrice. Hop. Je vais faire 1,092 puissance 6. Ça donne ça. Et je multiplie par 60 410. Et ça me donne... alors je vais arrondir à la personne, hein, parce que ça m'embêterait quand même d'avoir seulement 12% d'une personne que je laisse rentrer à la fin. Donc ça me donne en fait 102 434 personnes. Voilà. C'est la question qu'on m'avait posée. Selon le modèle, à combien peut-on estimer le nombre d'entrées dans l'écopark en 2025 ? Arrondir à la dizaine d'entrées. Ah, j'ai arrondi à la dizaine d'entrées. Ok. Donc 434 personnes, arrondi à la dizaine, bah, ça veut dire que 34 c'est en dessous de 5. Donc il faut que j'arrondisse à 30 personnes. Ok. Attention avec les problèmes d'arrondi, hein, effectivement, vous avez vu que pendant tout l'exercice, on vous demandait vraiment d'être assez strict sur les arrondis, hein, de toujours avoir deux chiffres après la virgule, ou d'avoir ce genre de choses. Donc attention de bien relire les questions, hein, et de relire les unités dans lesquelles vous devez exprimer le résultat, et à combien de chiffres après la virgule vous devez vous arrêter. Bah on est bon. Je pense qu'on est bon sur cette partie-là. Donc sur cette partie A, ok, donc pas de difficulté particulière, hein, c'est vraiment une partie qui s'articulait autour du chapitre des informations chiffrées. On passe maintenant à la partie B. Donc un hôtelier souhaite reprendre la gérance d'un hôtel 4 étoiles à proximité de l'écopark. Alors c'est pas parce que ça continue à parler de l'écopark que les sujets sont liés, hein, c'est tout simplement maintenant on va partir sur une autre partie. On va assez rapidement voir de quoi ça parle. Donc une enquête sur un échantillon représentatif d'agences de voyage travaillant avec les établissements 4 étoiles lui a permis de connaître l'évolution de la demande en nuitée en fonction du prix proposé. Ouh, ça sent les stats. Ok, donc on récupère un tableau avec le prix TTC en euros, ok, de la XI, donc 80, 100, 120, 140, 160, 180, c'est le prix en euros. Et on a la demande mensuelle en nuitée YI, 540, 452, 335, 188, 120, 88. Première constatation, plus les prix augmentent, plus la demande baisse. Bon, quelque chose qui peut être intéressant d'observer dès le début, parce que ça va nous permettre de voir si on est bien dans le bon ordre, en fait, si les coefficients collent avec ce que l'on calcule. Donc, on a quelque chose qui est, alors j'allais dire inversement proportionnel, mais c'est un petit peu ça, c'est-à-dire que là on est dans le cas où j'ai un critère qui monte, l'autre baisse. Okay, si celui-là monte, c'est l'autre qui baisse.
Donc ils sont reliés entre eux, mais ils sont reliés de façon inverse. Et ça va se traduire effectivement par une tendance... enfin, on va voir. Je ne vais pas spoiler la fin de l'exo. Donc, question 1, à l'aide de la calculatrice, très important, hein, on ne vous demande pas de le calculer de tête, on pourrait le calculer, hein, mais déterminer une équation de la droite d'ajustement de y en x selon la méthode des moindres carrés sous la forme y égale à x plus b. Donc ça, c'est une des choses que vous devez savoir faire à la calculatrice. On ne vous demande absolument pas de le calculer, hein. On pourrait le calculer avec un coefficient de corrélation linéaire, et on pourrait le calculer, enfin on pourrait le calculer, mais là on ne vous le demande pas, et si vous le calculez, en fait, vous allez perdre énormément de temps, et vous êtes en épreuve limitée. Donc là, il faut savoir le faire à la calculatrice, il faut savoir où c'est. Alors souvent dans les calculatrices, vous allez avoir des menus stats, et cette fonction de droite d'ajustement, souvent elle s'appelle régression linéaire. Moi je vais le faire avec Excel pour que ce soit plus... que je puisse le faire devant vous, mais effectivement vous n'aurez pas Excel, mais cette fonction-là, elles existent dans vos calculatrices, donc n'hésitez pas à vous en servir. On a toujours un problème d'arrondi, les coefficients A et B seront arrondis au centième, effectivement on vous demande une droite d'ajustement, et donc une droite d'ajustement, elle suit une fonction affine de la forme y égale à x plus b, avec A le coefficient directeur de la droite, et B l'ordonnée à l'origine. Alors A, c'est le coefficient directeur de la droite, et on sait en fait que plus A est grand, plus la pente est raide, plus A est petit, plus la pente se rapproche de l'horizontale. Si A est négatif, en fait, votre pente est ascendante. Si votre A est négatif, la pente est descendante. Ok, donc ça peut déjà un peu vous aider à voir un petit peu à quoi ça va ressembler. Donc, on va déterminer la droite d'ajustement. Alors moi, je vais dire, je l'ai fait sur Excel, mais ça pose absolument aucun problème. Hein. Vous pouvez le faire directement avec... Donc j'ai repris le tableau ici, vous pouvez le faire avec la calculatrice. Et donc ce truc-là, bah, en fait, je peux le représenter, mais on en a déjà parlé un petit peu, effectivement. Ces éléments sont liés, en fait, par ordre inverse. Donc là, j'ai pris le graphe qui correspond à mon tableau. Okay, donc on voit bien que, effectivement, en axe des X, j'ai les prix, et en Y, alors attendez, et en Y, j'ai la demande. Donc effectivement, vous voyez que la demande baisse, plus les prix augmentent. Donc je vais demander la droite. Alors Excel me le calcule aussi, hein, il suffit que je sélectionne les points de mon graphe, et que je demande d'ajouter une courbe de tendance, et la courbe de tendance, il faut bien que je fasse attention qu'elle soit linéaire. Et là, sur la partie de gauche, j'ai affiché l'équation sur le graphique, et vous voyez que là, on me donne l'équation. Alors, est-ce que je peux l'agrandir un peu? Pas vraiment, c'est dommage. Alors, si j'agrandis le graphe, peut-être? Ouais, bon. C'est pas... ouais. Alors, l'équation de droite, c'est moins 4,86 plus 919,15. Alors là, bah, sur la droite d'ajustement, vous n'avez absolument aucune explication à donner. Par la calculatrice. Hein. La droite d'ajustement a pour équation y égale... qu'est-ce qu'on me dit sur les arrondis? Je ne sais plus. A et B sont arrondis au centième, donc 2 chiffres après la virgule. Donc ici, ça fait du moins 4,86 moins 4,86 fois x plus B, l'ordonnée à l'origine, c'est 919,15. 919,15. Voilà. On vous a demandé par calculatrice, il n'y a absolument aucune explication, aucune justification à donner, hein, puisque c'est la calculatrice qui vous donne cette équation de droite. Ok, on continue. Première question, bah, elle était vite réglée. Hein. Alors là, effectivement, si vous ne savez pas le faire, là par contre, ça peut vous poser problème et vous pouvez perdre du temps un petit peu bêtement sur cet exercice-là. Question 2. On décide d'ajuster le nuage de points de cette série statistique par la droite d'équation y égale moins 49 plus 919. Donc on vous donne effectivement, vous voyez encore une fois, on vous donne le résultat de la question précédente, au cas où vous ne l'avez pas trouvé. On vous donne par contre pas
les virgules, c'est-à-dire qu'on ne vous donne pas les deux chiffres après la virgule, et ça permettra effectivement de vérifier que vous n'avez pas utilisé le résultat de la question 2 pour répondre à la question 1. Alors, selon ce modèle, on décide d'ajuster, voilà. Donc maintenant, on va partir sur cette équation-là. Estimer le nombre de nuitées que le gérant peut espérer réaliser par mois s'il propose un tarif de 110 € la nuit. Ok. Donc en gros, qu'est-ce qu'on essaie de faire ici? On essaie d'intercaler en fait un nombre ici. On essaie d'intercaler. Décaler vers la droite, ok. Touc. On essaie d'intercaler 110. Et on se dit, s'il propose 110, quelle va être la demande pour 110 €? Alors comment je me débrouille? En fait, je viens de calculer l'équation de la droite d'ajustement. La droite d'ajustement, qu'est-ce qu'elle fait? En fait, elle va me donner y en fonction de x. C'est-à-dire qu'elle me donne la demande en fonction du prix. Ok? Donc ça veut dire que si j'injecte 110 dans ma droite d'ajustement à la place de x, je vais calculer y, c'est-à-dire la demande de nuitée. Ok? Bon. Ça, c'est pas très compliqué, encore une fois. Voilà. Je sais que ma série statistique connaît une droite d'ajustement. Voilà. Et je peux même préciser, si jamais j'ai besoin, en fait, si jamais ici c'est le prix, et ici c'est la demande. Et donc, je vais tout simplement calculer ma demande. Donc tout simplement, je vais reprendre ici, là, et on me dit, voilà, qu'est-ce qui se passe si jamais le prix est à 110? Si le prix est à 110, vous voyez que sur toute la partie de droite, eh bien je n'ai plus que des chiffres. Donc j'ai plus qu'à calculer ça. Alors attention, il y a une priorité opératoire quand même. La multiplication est toujours prioritaire sur l'addition. Donc ici, je vais me retrouver avec 4,86 moins 4,86 multiplié par 110, ok, plus 919,15 qui me donne 384,55. Alors 384,55, on me demande peut-être aussi de l'arrondir à un certain niveau. Estimer le nombre de nuitées que le gérant peut espérer réaliser par mois s'il propose un tarif de 110. On ne me dit rien sur les éléments. Donc là, la demande va être de 384,55 nuitées. Comment je peux vérifier si ça colle? Bon, je vais reprendre ma série statistique et je vais vérifier en fait, quand je suis à 110, je suis entre 100 et 120. Ça veut dire que la demande est entre 452 et 335. Alors attention, ça ne veut pas dire si c'est pile au milieu, puisque effectivement on a une droite d'ajustement. Mais donc ça veut dire qu'on doit être assez proche en fait du milieu de 100 et de 120. Donc entre 452 et 335, moi j'ai calculé 384, ça a l'air pas mal du tout, donc on va le garder. Ok. Donc on a calculé la demande. Est-ce que c'est tout ce qui était demandé? Estimer le nombre de nuitées que le gérant s'y propose un tarif de 110 € la nuit, ok. En déduire le chiffre d'affaires correspondant. En déduire le chiffre d'affaires correspondant, ça c'est pas très compliqué. Le chiffre d'affaires, c'est égal en fait au nombre de nuitées que multiplie le prix. Alors je sais pas comment ils disent ça, je vais essayer de garder les mêmes termes. Prix TTC en euros, ouais voilà, c'est le nombre de nuitées multiplié par le prix d'une nuitée. Okay. Donc tous ces éléments on les a, le nombre de nuitées c'est 300, alors je vais faire 380, est-ce que j'arrondis ici? Ouais, je vais arrondir quand même, puisque personne ne va prendre 55 nuitées, donc je vais prendre, 385 nuitées, et je vais multiplier par le prix d'une nuitée. Le prix d'une nuitée c'est 110, c'était mon paramètre, et donc je vais simplement faire 385 fois 110, ça va me faire à peu près 42 350
et je vais mettre euros, comme ça je mets directement ces éléments-là. Donc le chiffre d'affaires, c'est le nombre d'unités fois le prix d'une nuitée. J'ai 385 nuitées que j'ai calculées. À 110 euros la nuitée, eh bien ça va me ramener 42 350 euros. Voilà. Question C. Calculer le prix maximal d'une nuitée pour que la demande mensuelle soit d'au moins 300 nuitées, arrondir à l'unité. Ok. On vous demande toujours d'utiliser la droite la droite d'ajustement, mais cette fois-ci, en fait, on ne vous donne pas le prix. Cette fois-ci, on vous donne le nombre de nuitées demandées. Donc, soit au moins 300 nuitées. Et on a vu que plus le prix augmentait, plus les nuitées baissaient. Ok. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais calculer, en fait, le prix maximal si je veux 300 nuitées. Alors, comment je fais ça? Et je vais arrondir à l'unité. Comment je me débrouille? Toujours de la même manière, en fait. Je vais toujours... je sais que ma série statistique connaît une droite d'ajustement affine où la demande égale à moins 486 fois le prix sur 919. Sauf que cette fois-ci, ce que je connais, cette fois-ci, c'est la demande. C'est-à-dire que moi, je veux arriver à 300 nuitées. Et ce que je veux savoir maintenant, c'est le prix. Le prix, maintenant, il n'est pas isolé. Donc, il faut que je me débrouille, en fait, pour l'isoler. Alors, comment je me débrouille pour isoler le prix? Première chose que je vais faire, je vais me débarrasser du 919,15. Donc, il faut que je l'enlève sur le membre de droite. Mais donc, si je le fais sur le membre de droite, il faut que je le fasse aussi sur le membre de gauche. Ça veut dire que je vais me retrouver ici avec 300 moins 919,15. Et de l'autre côté, il me reste 4,86 fois le prix. Ça marche. Et maintenant, il suffit que je me débarrasse encore du coefficient moins 4,86. Alors, comment je vais faire ça? Je vais, en fait, tout simplement, je vais diviser le membre de droite par moins 4,86, mais ce que je fais à gauche, il faut que je le fasse à droite aussi. Donc, je vais me retrouver, en fait, avec un ratio de l'autre côté. Est-ce qu'il est passé? Ah non. Insérer une équation manuscrite. Je vais juste insérer une division. Ok. Donc, qu'est-ce qu'il me reste au numérateur? Il me reste 300 moins 919,15 sur moins 486. Et ça, c'est mon prix. Donc, j'ai plus qu'à calculer ça. J'ai plus que des chiffres. Et donc, voilà. Je vais faire 300 moins 919,15. Je vais me retrouver avec moins 619,15 au numérateur, pardon. Et je vais diviser par moins 4,86 au dénominateur. Ah, ça c'est pas possible. 300 moins 919,15. Ça fait moins 615. Ok. Et je divise ça par 486 moins. Voilà. Ça fait... Combien est-ce qu'il me dit de le arrondir à l'unité? À l'unité, donc on est 127,3. 127,3 arrondi à l'unité, ça fait 127 euros. Est-ce que ça colle par rapport à mon tableau? Donc cette fois-ci, on voulait 300 nuitées. 300 nuitées, alors 300 nuitées, vous voyez, ça serait situé entre 120 et 140 euros. Entre 120 et 140 euros, est-ce que nous, ça colle? On est à 127. Donc on est bien entre 120 et 147 euros. Ça, l'ordre de grandeur, ça pourrait... je pense, la vérification par rapport au tableau nous indique qu'effectivement on est dans le bon intervalle.
Donc effectivement, on a fait 127 euros. Donc si on a 127 euros, c'est-à-dire qu'on aura 300 nuitées. Ça veut dire si j'augmente le prix, j'en ai moins. Si je diminue le prix, j'en ai plus. Alors comment était posée la question? Ça va nous permettre de répondre dans l'ordre. Calculer le prix maximal d'une nuitée pour que la demande mensuelle soit au moins de 300 nuitées. Je vais le dire, voilà. Le prix maximal pour obtenir au moins 300 nuitées est de 127 euros. Voilà. Ok. Eh bien, on en a terminé avec cet exercice. Ah non, il y a encore une petite question. Il y a encore une question 3. Il y a encore une question 3. Ouais. Question 3, cette fois-ci, on va partir sur de l'analyse de fonctions. Donc on va partir sur des fonctions de référence et on va essayer de comprendre un petit peu comment elles marchent. Le chiffre d'affaires mensuel en euros que le gérant peut espérer réaliser est modélisé par la fonction R définie sur 80-180. Alors 80-180, ça doit être... ouais, voilà. C'est les bornes en fait de mon tableau, hein, c'est-à-dire que c'est le prix minimum en TTC de 80 et le prix max est de 180. Donc on dit que la fonction, en fait, elle utilise un minimum et un maximum qui sont dans mon tableau là. Et donc, on va dire que le chiffre d'affaires mensuel du gérant peut être réalisé et modélisé par la fonction R définie sur R80 par R de X égale moins 4,9x au carré plus 919x, où X désigne le prix en euros d'une unité dans cet hôtel. Donc si je veux calculer, en fait, le chiffre d'affaires, ok, le chiffre d'affaires c'est donné par R de X, et donc si je connais le prix d'une unité, il suffit que je l'injecte dans les X qui sont là, que je calcule, et j'arrive à retrouver en fait le chiffre d'affaires mensuel du gérant. Donc on me dit la fonction R est dérivable sur 80-180 et on note R' sa dérivée. Donner l'expression de R' de X. Ok. Donc je vais partir en fait de l'expression directement ici. Et je vais hop, calcul de dérivée, voilà. Donc j'ai ma fonction qui est ici. Et moi, on me demande de calculer R' de X. Alors R' de X, là, il va falloir connaître vos fonctions de référence. Alors je vais juste le mettre en carré. Ça va sauter pendant la copie. Ok, donc j'ai 4,9x carré. Donc comment est-ce que je me débrouille quand j'ai quelque chose qui... la dérivée d'une puissance? Eh bien, si jamais j'ai une fonction f de x qui est égale, par exemple, à n fois x à la puissance p, ok, eh bien, ça c'est une fonction de référence, la dérivée de cette fonction, f' de x, bah, c'est égal en fait à n fois p, alors n et p sont des réels, hein, multiplié par x à la puissance p-1. Voilà, ça c'est des formules à connaître hein, qui vous permettent de trouver les dérivées. Donc, si vous voulez vous en souvenir facilement, en fait vous prenez la puissance et vous la multipliez par le coefficient, et la puissance en fait elle est décrémentée de 1. Donc sur le premier terme ici, qu'est-ce qui va se passer? Bah, en fait la puissance ici de 2, eh bien le 2, j'ai donc moins 4,9 que je vais multiplier par 2, que je vais multiplier par x, et x n'est plus au carré, mais simplement x puissance 1. Alors je ne vais même pas le mettre, hein, puisque x puissance 1, c'est 1. Et de l'autre côté, bah, qu'est-ce qui va se passer? Bah, je vais récupérer x ici à la puissance 1, donc je vais faire 1 fois 919, mais 1 fois 919, bah, c'est juste 919, ok? Et x passe à la puissance 0. Et x puissance 0, bah, c'est tout simplement 1, donc j'écris même plus x puissance 0. Et j'ai calculé ma dérivée. Alors pas tout à fait, hein. Il faut encore que je calcule... il faut que je calcule tout simplement moins 4,9 fois 2, ça fait moins 9,8, moins 9,8 multiplié par x plus 919. Ok, voilà la fonction dérivée que je calcule. Bon. Ensuite, qu'est-ce qu'on va me demander? Déterminer un arrondissement à l'euro de la valeur x0 du prix d'une unité qui permettrait au gérant de rendre maximal le chiffre d'affaires
mensuel de son hôtel. Ok. Alors là, il faut bien avoir en tête, en fait, la définition d'une fonction. Si je veux, maintenant, là, ce que j'essaie de chercher, c'est un extrémum local. C'est-à-dire que j'essaie de maximiser, en fait, si vous voulez, le gain. Ok. Alors je pourrais en fait me débrouiller pour, si vous n'avez pas d'idée, vous pouvez prendre votre fonction r de x, qui est ici, et vous pouvez en fait la tracer sur votre calculatrice. Si vous n'avez vraiment pas d'idée, n'hésitez pas à le faire, hein. Donc x, c'est défini entre 80 et 180. Donc je vais juste le faire sous Excel, mais vous pouvez très bien le faire en fait sur votre calculatrice, hein. Moi, je vais aller de 80 à 180, c'est ce qu'il m'a dit dans l'énoncé, avec un pas de 1. Je vais aller jusqu'à 180. Et je peux regarder un petit peu quelle est la tête de ma fonction. Donc ma fonction, c'est r de x. Et ma fonction r de x, je vais juste la mettre de côté ici. C'est quoi? C'est que pour chaque x, j'associe moins 4,9 multiplié par x que je mets au carré, plus 919 multiplié par, encore une fois, x. Voilà. Et donc j'ai les gains. Et je vais tirer cette formule. Voilà, et donc j'ai les gains réalisés. Et je m'aperçois en fait effectivement qu'à un moment les gains montent. Là vous voyez que les gains progressent. Et à un moment donné, bah, les gains régressent de nouveau. Pourquoi? C'est parce qu'on l'a vu tout à l'heure, hein. Plus le prix de la chambre monte, bah, moins il y a de gens qui réservent des nuitées, donc effectivement, au bout d'un moment, c'est contre-productif d'augmenter le prix. Si jamais je veux représenter graphiquement cette fonction, et c'est ce que vous aurez sur votre calculatrice, bah, vous voyez que elle a un petit peu cette tête-là. C'est-à-dire que à gauche, en fait, on est en train de faire monter le chiffre d'affaires. À un moment donné, on arrive à un plateau, si vous voulez, et après on redescend, après le chiffre d'affaires baisse. Et ce qu'on va essayer de faire, c'est de calculer à quel moment, en fait, la situation se retourne. Et ça, on l'a vu. Pourquoi est-ce qu'on vous a demandé de calculer la dérivée? Eh bien, en fait, on vous a montré que, en fait, quand la représentation d'une fonction, en fait, change de direction, eh bien, c'est au moment, en fait, où la dérivée s'annule. Et c'est exactement ce qu'on va vous demander de calculer ici. Donc, la question qui se pose ici, c'est déterminer en arrondissant à l'euro près la valeur x0 du prix d'une nuitée qui permettrait en gérant de maximiser le chiffre d'affaires. Donc ça veut dire ce que vous devez chercher ici. On maximise le chiffre d'affaires pour un prix x, ou x0 il l'appelle, hein, tel que f' de x0 est égal à 0. Ok. Et donc maintenant, on va rentrer dans cette considération-là. Quand est-ce que r' de x... Ah oui, c'est r', pas f. Donc on va essayer de chercher, en fait, quand est-ce que... Ce que je vais essayer de faire, c'est quand est-ce que cette fonction-là, en fait, elle est égale à 0. Qu'est-ce qu'il veut pas? Ok. Quand est-ce que cette fonction est égale à 0? Bah, j'ai juste en fait à résoudre. Ok, il va falloir que j'isole x. Isoler x, pas bien compliqué. Déjà, je vais me débarrasser en fait du 919. 919, comment je m'en débarrasse sur le membre de gauche? En faisant moins 919. Mais ça veut dire que je le fais aussi sur le membre de droite. Je me retrouve ici avec 0, moins 919. Ou je vais l'écrire directement, hein, moins 919. Ensuite, x n'est toujours pas isolé. Il est encore multiplié par moins 9,8. Donc, pour l'isoler, il faut que je divise par moins 9,8 le membre de gauche. Mais si je le fais à gauche, il faut que je le fasse à droite aussi. Donc ici, je vais me retrouver en fait avec... Hop. Je vais me retrouver en une fois de plus avec... Hop. Un ratio. En haut, je vais avoir 919. En bas, je vais avoir moins 9,8. Voilà, j'ai x qui est isolé. Oui,
tiens, je pourrais même mettre x0, hein, je l'appelais x0, donc je vais continuer à l'appeler x0. Et donc x0 égale moins 919 sur moins 9,8. Ça fait moins 919 divisé par 9,8 moins également. Et ça me donne 93,778. 93,778. Est-ce qu'on me dit quelque chose au niveau mensuel de son hôtel? Déterminer en arrondissant à l'euro la valeur de x0 du prix d'une nuitée qui permettrait au gérant de rendre maximal le chiffre d'affaires de son hôtel. Donc à l'euro, ça serait 94 euros. Ok. Est-ce que ça fonctionne? Alors si ça devait fonctionner, ça veut dire que la courbe qu'on a tracée ici devrait en fait obtenir son maximum pour x égale 94. Alors est-ce que c'est vrai? Eh bien on regarde, et vous voyez qu'en 94, le chiffre d'affaires est de 43 090. Juste avant c'est 43 087, c'est moins, et juste après c'est 43 083, c'est moins également. Donc effectivement, notre calcul confirme en fait la constatation que l'on avait au départ. Alors là aussi, hein, on vous demande toujours, quand c'est comme ça, on vous demande toujours une confirmation par calcul. Vous ne pouvez pas tracer la courbe sur votre calculatrice et dire juste « ça se voit ». Non, ça ne se voit pas. Il faut vraiment le calculer. Ensuite, on vous demande juste de déterminer le chiffre d'affaires maximal correspondant. Bon, là, c'est pas compliqué, puisque le chiffre d'affaires, en fait, il vous est donné par la fonction R de X. R de X vous donne le chiffre d'affaires en fonction du prix. Et là, vous venez de calculer le prix. Donc, vous prenez juste R de X. On doit peut-être encore l'avoir quelque part là-dedans. Le CA maximal, on part, on sait que R de X, c'est ça. Voilà. Et si jamais le X vous embête, en fait, vous pouvez remplacer le X par dire que c'est le prix. Hein. Ok. Donc, moi, ce que je vais essayer de calculer, là-dedans, c'est le prix pour 94 euros. Donc, c'est-à-dire que j'essaie de chercher R de 94. Donc, ce que je vais faire ici, c'est que je vais multiplier ça par 94 au carré, et je vais multiplier ça par 94. J'ai plus que des nombres sur la partie de droite, donc c'est très facile à calculer. Je vais récupérer, donc je vais faire 94 au carré fois 4,9 moins égale alors je vais le faire par étapes, hein. Moins 43 296,4. Ok, et le membre de gauche, c'est 919 multiplié par 94, qui est 86 386. Et ça, c'est égal à... Donc je vais faire ça, moins les 43 296,4, ça me fait 43 0,896 euros. Est-ce qu'on me dit quelque chose sur déterminer le chiffre d'affaires maximal correspondant? On ne me demande pas d'arrondi. Donc c'est 43 089,6 euros. Voilà. Donc simplement un petit exercice qui vous permettait, donc on a fait pas mal de choses là-dedans, un petit peu d'analyse de fonctions, un petit peu de dérivés. Voilà. Ok, on en arrive tout dans... Donc là, on a traité analyse de fonctions, statistiques et un petit peu d'informations chiffrées. On en arrive maintenant à l'exercice 2. Donc l'exercice 2, pareil, les parties sont organisées de manière indépendante. Vous n'avez donc pas besoin d'en répondre à une partie pour savoir répondre à l'autre. Dans la partie A, on vous dit qu'à l'entrée de l'écoparc, il est possible d'acheter des petits sachets de nourriture à proposer aux animaux. Le responsable de l'accueil constate que 75% des visiteurs adultes viennent accompagnés d'un ou plusieurs enfants. Parmi les visiteurs venant accompagnés d'un ou plusieurs enfants, 80% achètent un sachet de nourriture pour les animaux. Parmi les visiteurs venant sans enfants, 40% achètent un sachet de nourriture venant pour les animaux.
On choisit au hasard un visiteur arrivant à l'accueil et on note alors les événements suivants. F, le visiteur est venu accompagné d'un ou plusieurs enfants. A, le visiteur achète un sachet de nourriture pour les animaux. Et on notera E bar, l'événement contraire d'un événement E. Ok. Donc ça veut dire que si F, c'est le visiteur vient accompagné d'enfants, F bar, c'est le visiteur ne vient pas accompagné d'enfants. A, le visiteur achète un sachet de nourriture, ça veut dire que non A ou A bar, c'est que le visiteur n'achète pas de sachet. Et donc on vous demande dans un premier temps de recopier l'arbre de probabilité suivant et de le compléter. Alors qu'est-ce qui manque? Il manque en fait toutes les probabilités. Alors je l'ai déjà préparé cet arbre. Où est-ce qu'il est? Il est là. Et donc en fait il manque toutes les probabilités de l'arbre. Alors les probabilités, on va simplement les récupérer dans l'énoncé. Alors qu'est-ce qui fait qu'un visiteur, F, le visiteur est accompagné d'un ou plusieurs enfants? Donc 75% des visiteurs adultes viennent accompagnés. Ok? Donc ça veut dire que 0,75, donc 75% des gens sont F. Donc du coup, combien de gens ne sont pas F, donc ne viennent pas accompagnés? C'est les autres. Ok? Et 100% moins 75%, il reste 25%. Ou vous savez que la somme des probabilités est égale à 1. Donc si 0,75 part vers la branche F, ici je vais avoir 1 moins 0,75 qui va me donner 0,25. Ok. Deuxième partie, ce sont pour les A. Alors là aussi, il faut que je reprenne l'énoncé. Parmi les visiteurs accompagnés d'enfants, donc cette fois-ci, on sait que les visiteurs, ils sont déjà F. D'un ou plusieurs enfants, 80% achètent un sachet de nourriture pour les animaux. Ok. Donc si les gens sont venus avec des enfants, donc on est dans la branche haute, on est ici, 80% achètent un sachet de nourriture. Donc 80% sont A. Et combien ne sont pas A, du coup? Encore une fois, il faut que la somme des probabilités fasse 1. Donc ici, en fait, on va tomber sur 0,2. Parce que 0,2 plus 0,8, ça fait 1. Bon, il nous manque encore deux probabilités. Alors, je vais simplement les mettre un petit peu en lumière pour qu'on voit ce qu'il y a à remplir. Pareil, je vais reprendre l'énoncé. Parmi les visiteurs venant sans enfants, donc cette fois-ci on est sur la branche du bas, 40% achètent un sachet de nourriture pour les animaux. Donc si les gens viennent sans enfants, donc non F, eh bien ils ne sont que 40% à acheter un sachet de nourriture. Et donc combien n'achètent pas de sachet de nourriture? Le reste, toujours. Si j'ai déjà 40% qui achètent un sachet, il y a 60% qui n'en achètent pas, ou une probabilité de 0,6, puisque je vous rappelle encore une fois que si je fais la somme des branches, je dois arriver à 1. La somme des probabilités donne toujours 1. Donc voilà, première question, assez simple de remplir cet arbre de probabilité. Voilà, arbre probabiliste. Hop, on va tout simplement le coller. Voilà, ici, pourquoi il est si grand? Non. Voilà. Ok. Il n'y a pas de... Alors, on me demande pas d'explication, il fallait juste refaire l'arbre probabiliste. Et maintenant, on va me poser des questions pour voir si j'ai bien compris ce qu'il y a dans mon arbre de probabilité. Première question, définir en une phrase l'événement F inter A. Alors, F inter A, pour l'écrire en une phrase, voilà, intersection, donc on me demande de définir F inter A, c'est en fait l'intersection de F et de A. Donc si je le traduis en français, on me dit tout simplement, ça veut dire tout simplement que je prends un visiteur au hasard et ça veut dire que le visiteur est venu avec un enfant, c'est ce qui le rend F, et les deux ensemble, et il a acheté un sachet de nourriture. Si je veux en fait faire le lien avec mon arbre de probabilité, c'est qu'en fait je suis passé par la branche haute.
C'est-à-dire que je suis F, donc je suis passé par là, et je suis aussi A, en fait, donc je suis arrivé ici, à la fin de ma branche de l'arbre. Hein. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Si j'arrive dans cette branche-là, je peux le noter d'ailleurs. Hein. Est-ce que je peux emmener avec moi le F rond A, ce qui serait chouette? Le F inter A, pardon. Hop. Est-ce que je peux le mettre là dans l'Excel? Donc cette branche-là, en fait, c'est F inter A. Voilà. Je vais le noter sur mon schéma, peut-être que ça va me servir pour la suite. Calculer la probabilité de cet événement. Ah! Ah bah voilà. Calculer la probabilité de cet événement. Bon. Alors, la probabilité de cet événement, il faut se souvenir que pour calculer la probabilité d'un événement, HET, probabilité de l'événement, je vais donc créer la probabilité de AF probabilité de F inter A. Alors ça veut dire aussi que là, c'est deux événements qui sont indépendants. Hein. Donc là, effectivement, on a une formule qui dit tout simplement que c'est la probabilité d'être F multipliée par la probabilité d'être A. Ça, vous pouvez le retrouver sur l'arbre de probabiliste. Hein. Il suffit de prendre en fait la probabilité qui vous mène à F et de la multiplier par la probabilité qui vous mène à A pour retrouver P inter A. Donc ici, je vais retrouver mes 0,75 multiplié par mes 0,8 et je vais obtenir par calcul, hop, 0,75 fois 0,8 qui me donne 0,6. Donc la probabilité d'avoir, voilà, je prends un visiteur au hasard en fait à l'entrée du parc, la probabilité qu'il soit venu avec des enfants et qu'il ait acheté un sachet de nourriture est de 0,6 ou 60%. Vous pouvez l'écrire sous les deux formes, ou 60%. Ok, bon. Ensuite, on vous demande que montrer que la probabilité de A, donc la probabilité qu'une personne ait acheté de la nourriture, est de 0,7. Ok, alors comment je fais ça? Alors je vais reprendre mon arbre probabiliste. La probabilité qu'une personne ait acheté de la nourriture, alors soit elle est arrivée dans l'arbre ici, elle a acheté de la nourriture en étant venue avec des enfants, soit elle a acheté de la nourriture en étant venue sans enfants. Donc ça, on a calculé que c'était, on vient de calculer la probabilité, hein, elle est de 0,6. On avait calculé 0,6, et là, ce qu'on calcule, en fait, c'est la probabilité d'avoir non F intersection A. Voilà. Donc ça, je ne le calcule pas encore, je ne l'ai pas encore calculé, mais l'idée, c'est que pour que la personne ait acheté un sachet de nourriture, soit c'est une personne qui est venue avec des enfants et qui a acheté un sachet de nourriture, soit c'est une personne qui est venue sans enfants et qui a acheté un paquet de nourriture. Il me suffit donc du coup d'ajouter les deux. Donc ce que j'essaie de calculer ici, c'est donc la probabilité de A, c'est en fait égal à la probabilité de F inter A plus la probabilité de non F inter A. Ok. Alors, probabilité de F inter A, je l'ai calculé ici, hein, elle est de 0,6. Je vais tout simplement le remettre. Et la probabilité de non F inter A, celle-là, en fait, il suffit que je suive ma branche, en fait, dans mon arbre probabiliste. C'est la probabilité, en fait, de non F multipliée par la probabilité de A. C'est égal, effectivement, à la... Alors, c'est pas la probabilité de A, c'est la probabilité de... Oui. Là, j'ai fait une petite erreur de... C'est la probabilité de A sachant F. Je peux mettre ça en indice. Voilà. Et là, c'est la probabilité de A sachant non F, effectivement. Ok. Est-ce qu'effectivement...
effectivement, la probabilité de A, c'est celle que je suis en train de calculer, pour pas que ça prête à confusion. Hein. C'est la probabilité de A dans l'arbre probabiliste, mais effectivement, c'est pas... Là, sinon on va croire qu'il y a deux probabilités de A qui sont identiques. Donc, ici, je vais retrouver avec 0,6, et je vais l'additionner avec la probabilité d'être non F, c'est 0,25, et la probabilité de A, sachant non F, elle est de 0,4. Il faut que je calcule tout ça. Donc je vais me retrouver avec 0,25 multiplié par 0,4, ça fait 0,1, plus 0,6, bah ça fait 0,7. Voilà. Bon. En plus, on me demandait montrer que PA égale 0,7. Bah voilà, on vient de le montrer. Et en plus, on nous offre en fait une façon de vérifier que nos calculs étaient bons en nous donnant le résultat, nous donnant la confirmation du résultat. On croise dans le parc un visiteur ayant acheté un sachet de nourriture pour les animaux. Quelle est la probabilité qu'il soit venu sans enfant? Ah. Alors ça, c'est un petit peu plus difficile à calculer. On croise dans le parc un visiteur ayant acheté un sachet de nourriture. Donc, en fait, ce que je vais essayer de calculer ici, je sais qu'il est A. Donc, il est un des deux bleus. Mais quelle est la probabilité, en fait, qu'il soit venu avec des enfants, sachant les probabilités que l'on peut avoir ici? Alors ça, c'est un problème de... On va revenir un petit peu au cours. Hein. C'est un problème, en fait, de probabilité conditionnelle. Je vais reprendre simplement le cours sur tout ce qui est probabilité. Et là aussi, on a une formule qui permet de le trouver. Alors, probabilité conditionnelle. Si vous retrouvez en fait cette formule dans le cours, alors je ne vais pas le remettre là-dessus, ce qu'on va essayer de chercher en fait, c'est la probabilité qu'il soit A, sachant en fait que F a déjà été fait. Et donc cette probabilité, que je vais essayer de calculer ici, je vais la mettre en fait sous cette forme, hein, c'est simplement la probabilité conditionnelle. C'est en fait ce que je cherche à faire, c'est la probabilité que la personne n'a pas d'enfant. C'est ça, hein, je vais juste l'écrire correctement. La probabilité qu'il soit venu sans enfant, donc la probabilité de F. On croise dans le parc un visiteur ayant acheté un sachet de nourriture, donc ça on en est sûr. Donc la probabilité qu'il soit venu sans enfant, donc en fait il est sa probabilité de non F. Sachant que vous l'avez vu avec un paquet de nourriture, donc ça veut dire sachant qu'il est A. Voilà. Donc la probabilité qu'il soit non F, sachant qu'il est A. A, vous en êtes sûr, c'est un paramètre que vous fixez parce que vous l'avez vu avec un sachet de nourriture. Donc ça, vous en êtes sûr. Par contre, vous voulez savoir maintenant la probabilité qu'il soit venu sans enfant, alors que vous avez cet indice qu'il a acheté un paquet de nourriture. Et ça, effectivement, c'est une fonction que vous retrouvez dans le cours. Alors si jamais vous ne savez plus comment on récupère cette fonction, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil au cours, hein, sur les probabilités conditionnelles, c'est dans la partie probabilité. Et donc vous avez une formule en fait qui vous dit que la probabilité de B sachant A, eh bien c'est la probabilité de A inter B sur PA. Ok? Donc ici c'est la probabilité, alors je vais juste insérer un ratio. A. Alors en haut c'est la probabilité de A, je vais essayer de reprendre le inter qui est ici, A internom F, alors ça on l'a là, sur la probabilité de A. Alors la probabilité de A internom F, bah, normalement on l'a calculé, A internom F, on l'a calculé ici, elle était de 0,1. Ici c'est 0,1. Et P de A, c'est quoi? Bah, P de A, on l'a calculé, c'est 0,7. Donc je calcule de 0,1 sur 0,7.
calculatrice. Donc la probabilité, elle est de 0,1429. Si j'arrondis. Elle est de 0,1429 ou 14,29%. Ok. Donc ça veut dire que vous avez récupéré, vous avez vu quelqu'un qui a un sachet de nourriture, ok, et vous voulez savoir s'il est venu avec des enfants ou pas, ben c'est la probabilité de non F sachant A, et ça on vient de le calculer, donc ça fait 14,29%. Pareil, si vous voulez plus d'explications sur d'où vient cette formule, comment on le calcule, ben, n'hésitez pas en fait à faire un tour par le cours hein, sur les probabilités conditionnelles. Vous verrez en fait qu'on peut retrouver tous les éléments ici. Ok, ben on poursuit et on va regarder encore ce que l'on peut continuer à calculer. Je me suis un peu perdu dans mes fiches là, j'ai beaucoup de choses ouvertes. Hop. Ok. Très bien. C'est bon, c'est bon. J'ai terminé, je vais fermer le cours aussi, voilà. Ok, donc on passe à la partie B, on laisse pour l'instant les problèmes de probabilité de côté. On arrive à la partie B, et la partie B vous nous dit qu'un visiteur, pour un visiteur, la durée nécessaire pour parcourir l'ensemble de l'écoparc, exprimée en minutes, est une variable aléatoire t qui suit la loi normale d'espérance 90 et d'écart type 15. Ah, donc cette fois-ci on va parler de loi normale, donc je vous rappelle, la loi normale c'est tout simplement cette loi de probabilité en fait qui a cette forme de cloche assez atypique, hein, et qui est définie effectivement par son espérance et son écart type. C'est déjà une bonne chose, ça veut dire qu'on ne vous demandera pas de calculer ces indicateurs puisqu'ils vous sont donnés pour définir la loi normale. Par contre, là, ça veut dire que vous devez absolument savoir calculer des probabilités sur la loi normale avec votre calculatrice. Donc, question 1, déterminer la probabilité pour que t soit compris entre 30 et 60, arrondir le résultat au millième. Ça, typiquement, on ne vous demande pas d'explication, donc on vous demande vraiment de le faire à la calculatrice. Voilà. La plupart du temps, vous avez des calculatrices qui sont très bien faites. Hein. La Numworks, par exemple, vous donne même une représentation graphique de ce que vous êtes en train de calculer. Ça marche très très bien. Bon, bah moi je vais le calculer avec Excel. Je peux le calculer avec Excel aussi. Hop, je vais reprendre un nouvel onglet. Je fais 20. Entrée. Ok. Donc qu'est-ce qu'on me dit dans mon exercice? Donc j'ai une loi normale sur une espérance de 90, un écart type de 15. Donc ça c'est les paramètres de ma loi normale. Et moi je veux chercher entre 30 et 60. Ok. Donc je vais mettre ma valeur de x, je vais la mettre 30 et 60. Et je vais utiliser donc ma loi normale pour les calculer. Donc la loi normale, vous avez une fonction en Excel qui existe aussi, hein, qui s'appelle loi normale. Loi.normale. Alors ça c'est des fonctions qui sont d'évaluer. Loi renvoie la probabilité d'une variable aléatoire continue suivant la loi normale pour l'espérance arithmétique et l'écart type spécifié. Okay. On va prendre celle-là, ça a l'air d'être bon. Loi normale n. Et donc, qu'est-ce qu'il me dit? J'ai plusieurs paramètres. Donc j'ai x. Bah, x, c'est juste en fait la case A2 qui est juste devant. L'espérance, bah, l'espérance, c'est donné par l'énoncé. Donc l'espérance, c'est 90 et l'écart type de 15. 90 et 15. Donc ici, je vais avoir 90. L'écart type, c'est 15 et je vais le mettre, moi, en cumulatif. Ok. Donc j'ai ici en fait comme je l'ai mis en cumulatif, j'ai ici la proportion de la courbe en fait qui est pour x avant 30. Et si je continue à faire le cumulatif pour après 60,
bah, je vais les récupérer aussi après 60. C'est ça qu'on me demande? C'est ça les bornes? Entre 30 et 60, ok. Donc, en gros, ce que j'ai fait avec ma fonction Excel, je vais simplement l'expliquer un petit peu, hein. Ça, j'ai plus besoin. Ok. Donc, j'ai donc une courbe, une loi normale, qui ressemble un peu à ça. Ok. Hop. Tourner horizontalement. Voilà. J'ai une courbe loi normale qui ressemble un petit peu à ça. Et quelque part, effectivement, j'ai une valeur 30. Alors, je ne sais pas exactement où, hein, dans la forme normale. Et donc, j'ai quelque part une valeur 30. Et j'ai quelque part une valeur 60. Voilà. Et quand je fais une cumulative sous Excel, en fait, je récupère l'aire de la courbe avant 30. Donc je récupère en fait... alors ça va pas être pratique de le faire, mais bon. Je vais le faire comme ça. Donc en fait, la première valeur que j'ai, c'est cette partie bleue. Ok. Et la deuxième valeur que j'ai, c'est la cumulative sur 60. Donc ici j'ai 30, ici j'ai 60. Et la deuxième partie, c'est 60. Donc je vais récupérer en fait cette cumulative là. Et donc pour avoir juste ce qui est entre les deux, ben, je vais prendre 60 et je vais enlever 30. Voilà. Donc je vais prendre ce qui est ici, et je vais enlever ce qui est ici. Et je vais récupérer 0,227. Alors je vais le mettre sur mon truc. Hop, calcul. Ah, calcul à la probabilité de la normale, ouais. Donc on me demande quelle est la probabilité pour que x se situe entre 30 et 60. Et alors, on le demande avec la calculatrice, hein, ou avec Excel, arrondir le résultat au millième. Au millième, 0,23. Est-ce qu'au millième, il demande... c'est le pourcentage qui est arrondi au millième, ou est-ce que c'est le... Ouais, bon. Ah ok, donc j'ai 0,023. Voilà. Je vais l'arrondir au millième. Ok, calculer la probabilité qu'on se retrouve là-dessus. Donc on vous demande aucune justification, hein. On vous demande de le faire à la calculatrice. Moi je le fais avec Excel, mais effectivement, le jour de l'épreuve, vous n'aurez pas Excel. Mais les calculatrices sont très très bien faites, hein, pour faire ce genre de choses. Interpréter le résultat dans le contexte de l'exercice. Donc interpréter le résultat, ça veut tout simplement dire, en fait, faire une phrase en français qui explique en fait la probabilité que vous venez de trouver. Alors c'est quoi? T, c'est une variable aléatoire qui suit à la normale et qui symbolise le temps de parcours exprimé en minutes. Ok? Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je dois l'exprimer en français, ok? Donc là, je peux l'exprimer soit en probabilité, soit en pourcentage. Je vais le mettre en pourcentage, par exemple, hein. Je mets 2,3% des visiteurs passent entre 30 et 60 minutes dans le parc. Tout simplement, hein. J'ai une borne minimum à 30, j'ai une borne max à 60. X est compris entre... X, c'est le temps, en fait, de parcours, hein. Et j'ai donc, en fait, X se situe entre 30 et 60 pour 2,3% des gens. Voilà. Donc, je l'ai exprimé en français, ce que veut dire cette probabilité. Et donc, j'ai résolu la première question. Deuxième question. Déterminer la probabilité qu'un visiteur mette au moins 2 heures pour parcourir l'ensemble de l'écoparc, arrondir le résultat au millième. Donc, déterminer la probabilité qu'un visiteur mette au moins 2 heures, ça veut dire qu'on a une borne minimum. Mais ça veut dire qu'on n'a pas de borne maximum. Et donc, ce qu'on essaye de calculer ici, c'est
Hop. Alors, je vais le reprendre là. À 2 heures et plus, ça veut dire quoi? Je veux la probabilité pour que x soit supérieur. Alors 2 heures, je vous rappelle, attention, ça peut être un problème aussi, je ne peux pas mettre x supérieur à 2. Hein. Pourquoi? Parce que je vous dis que la loi de probabilité, elle exprime la variable, c'est le temps en minutes. Donc vos 2 heures, vous devez les convertir en minutes. Ça veut dire que vous devez chercher pour que x soit supérieur à 120. Ok? Ça, c'est un petit piège, hein, c'est pour ça que je vous dis, faites toujours attention que vous soyez sur la bonne unité. Donc je cherche la probabilité pour que x soit supérieur à 120. Alors là, pareil, vous pouvez directement utiliser votre loi normale dans votre calculatrice et vous lui demandez ça. Moi, je suis dans Excel, donc je vais reprendre un petit peu mon truc. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'essaye de chercher? Ce que j'essaie de chercher, c'est que, imaginons qu'à un moment donné, j'ai 120 ici. J'ai la valeur 120. Et ce que je voudrais, c'est tout ce qui est au-dessus de 120. C'est-à-dire, en gros, je voudrais chercher tout ce qui est au-dessus de 120, ça veut dire que je voudrais chercher cette partie bleue. Mais moi, Excel me donne ce qui est en dessous de 120, si je cherche 120. Mais c'est pas un problème, puisque, en fait, vous savez que l'ensemble de l'air, en fait, qui se trouve sous la courbe de la loi normale, en fait, est égal à 1. Et donc, en fait, ça veut dire que si je prends, par exemple, la zone que je mets ici en rouge, plus la zone bleue, ça, les deux ensemble me donnent 1, puisque la somme des probabilités me donne toujours 1. Donc si je sais calculer la zone rouge, je peux en déduire la zone bleue. C'est exactement ce que je vais faire sur Excel. Je vais donc calculer, ma loi normale pour 120. Donc je vais mettre ici 120. Je vais tirer vers le bas. Et là, ce que j'obtiens, c'est la probabilité que les gens passent moins de 2 heures dans le parc. Ok ? Donc si je veux ceux qui passent plus de 2 heures dans le parc, il faut que je fasse 1 moins ça. Il faut que je mette un égal devant. 1 moins ça. Et 1 moins ça, ça me fait 0,2275 que je peux de nouveau arrondir à 0,023. Bon. Ok. Donc pour faire mon petit calcul, soit la calculatrice vous le donne directement, soit vous pouvez dire que, la probabilité que P de x était supérieur à 120, c'est 1 moins, comme moi je l'ai fait, la probabilité que x soit inférieur à 120. Et donc ça c'est égal à 1 moins, moi j'avais 0,977, et donc c'est égal à 0,023. Tiens, c'est bizarre, c'est exactement la même chose. 0,023 ou 2,3% si jamais vous voulez l'exprimer en pourcent. Ok. Bon. Question qui trouve encore facilement sa réponse. Arrondi toujours au millième, c'est bon, c'est fait. Question 3, déterminer deux nombres A et B tels que probabilité de A inférieure à T et AB est égal à 0,95. Alors ça, on pourrait penser que c'est une question de calcul, alors que c'est en fait complètement une question de cours. Et cette question de cours, vous allez devoir en fait reprendre le cours sur la loi normale. Et dans le cours sur la loi normale, eh bien, il y a quelques petites informations à connaître sur la représentation de la loi normale, et notamment que comment est définie la loi normale? Elle est définie en fonction de son espérance, okay, de la valeur moyenne que vous espérez trouver, et de l'écart type. Et l'écart type, c'est quoi? L'écart type, en fait, ça vous permet d'avoir... l'écart type, ça vous permet de savoir si les individus sont proches de la valeur moyenne, et qui donnent une courbe en gaussienne très rapprochée, ou si au contraire, si vous avez un écart type large, d'avoir une courbe beaucoup plus ramassée, parce que les individus se dispersent beaucoup plus loin par rapport à la moyenne. Et il y a une manière de représenter en fait cet écart type, c'est que si jamais vous reprenez ici ces éléments-là, non, voilà. Je vais tracer ma moyenne. Je vais faire ça comme ça. Imaginons par exemple que ici, j'ai l'espérance en plein milieu de la courbe. Et
ici j'ai... alors je vais faire ça en bleu. Ici j'ai un écart type. Je vais faire ça comme ça. Ici j'ai deux écarts types. Alors c'est pas tout à fait à l'échelle, mais c'est vraiment pour vous garder l'idée. Non. Hop. Ici j'ai deux écarts types. Et ici, je vais encore faire un... Hop, non. Jaune par exemple, je sais pas. Ici j'ai trois écarts types. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ici, imaginons que j'ai... Hop, je vais mettre en noir ça. Ici j'ai un écart type qui sépare en fait l'espérance des barres bleues. Est-ce que je peux récupérer l'écart type dans le cours peut-être? Ou dans un exo? Je vais récupérer ça dans le cours. Est-ce que j'ai un écart type quelque part que je peux récupérer? Ouais. Hop. Donc, ici, en fait, j'ai un écart type qui me sépare. Décidément. J'ai un écart type qui me sépare, en fait, de l'espérance. Et bien, si j'ai un écart type qui me sépare de l'espérance, ça veut dire, en fait, que entre les deux barres bleues, ce que je mets ici, ici, je vais récupérer en fait à peu près 68,27% de la population. Donc entre les deux barres bleues, j'ai 68,27, 25, 27, 27. J'ai 68,27% de la population, c'est-à-dire que j'ai 68,27% de l'air total en fait qui se trouve entre la gaussienne et l'axe des abscisses. Si jamais je passe à deux écarts types, c'est-à-dire que je vais jusqu'au trait vert ici, et j'ai en fait, j'ai deux écarts types, c'est-à-dire que j'ai deux écarts types vers la gauche et j'ai deux écarts types vers la droite pour l'espérance. C'est-à-dire ici que j'ai deux écarts types. Ok, et de l'autre côté, j'ai aussi deux écarts types. Et bien, si jamais je m'écarte de l'espérance de deux écarts types, ok, une fois dans le minimum et une fois dans le maximum, et bien ici, je me retrouve avec une zone qui a cette tête-là. Et cette zone rouge, en fait, représente 95% de l'air, donc 95% de la population. Et si jamais je vais à trois écarts types, et bien trois écarts types, ça va être cette partie jaune, ici. Si je vais à 3 écarts types, je suis à 99,73% de la population. Donc si je m'écarte d'un écart type, j'ai 68% de la population. Si je m'écarte de deux écarts types, j'ai 95% de la population. Et si j'ai 3 écarts types, je me retrouve à 99,73% de la population. Et donc c'est plutôt une question de cours qui est posée ici. On vous demande de dire déterminer deux nombres A et B tels que la probabilité que que T soit entre A et B coïncide à 0,95%, 0,95, donc 95%. Ça veut donc dire en fait que vous voulez vous écarter de deux écarts types par rapport à la moyenne. Ok. Alors ça veut dire que, je vais prendre ça, la probabilité, ce que j'essaie de déterminer ici, c'est la probabilité, sont deux nombres A et B, telle que la probabilité d'être là-dedans est d'environ 95% ou 0,95. Ok. Et bien ça, je sais que c'est la probabilité pour que je sois à deux écarts types. Alors on m'avait dit que... alors je vais juste mettre comme ça, je vais faire espérance moins 2 écarts types. Donc là, je dois avoir T. Et de l'autre côté, j'ai espérance plus 2 écarts types. Et là, je sais que je vais avoir 95%. Ok, j'ai plus qu'à chiffrer ça. L'espérance, elle est de combien?
je vais chiffrer ça. L'espérance, c'était donné dans l'énoncé, c'était de 90 et l'écart type de 15. Donc ça veut dire que je vais me retrouver avec ici, c'est la probabilité d'avoir 90 moins 2 fois 15, t, inférieur à l'espérance plus 2 fois 15. J'ai plus qu'à calculer tout ça. Et c'est donc la probabilité, alors 2 fois 15, ça fait 30. 90 moins 30, ça fait 60. 2 fois 15, ça fait 30. Et 90 plus 30, ça fait 120. Ok, donc ça, on peut le retrouver avec le cours. Si vous ne saviez plus qu'on pouvait le faire avec le cours, il y a autre chose que vous pouviez faire. C'est-à-dire que, regardez un petit peu cet exercice. Cet exercice vous dit, regardez voir, compris entre 30 et 60, c'est minime. C'est vraiment tout bas, hein, c'est 0,23. Supérieur à 120, c'est 0,23 aussi. Mais en fait, les deux bornes qu'on vous a données dans les questions précédentes, c'est les bornes qu'on cherche. C'est-à-dire que là, vous avez la borne 60, là, vous avez la borne 120. Vous voyez que les deux, vous enlevez à peu près 0,05, donc vous enlevez 5%. Et donc, en fait, ce qui reste, si vous ne prenez pas ce qui est inférieur à 60 et vous ne prenez pas ce qui est supérieur à 120, eh bien, vous allez récupérer, en fait, 95% de la population, et 95% de la population passe donc entre 60 et 120 minutes dans le parc. Voilà. Donc, soit vous passiez par le cours, soit vous utilisiez, en fait, les réponses aux questions précédentes. Voilà. Tiens, il y a juste un truc à sauter par rapport au sujet. Ça, c'est la question 3. C'est la question 3. Pourquoi il est passé à 2? Bon, ok. Ça, je réglerai ça plus tard. Ok. Donc, soit on pouvait passer par le cours, soit on pouvait passer par, effectivement, ces éléments-là. Donc, effectivement, si jamais vous avez un truc, vous avez un doute, hein, il y a quelque chose que vous ne savez plus faire, vous avez oublié, essayez toujours de regarder un petit peu si dans le sujet, il n'y a pas des aides, et il y a énormément d'aides dans les sujets qui vous permettent en fait de vous raccrocher à quelque chose. Partie C. Pour augmenter l'attractivité de l'écoparc, le directeur souhaite créer un site d'acrobranche en profitant d'une partie boisée de son terrain. Il fait appel à une entreprise spécialisée qui lui livrera l'installation clé en main, moyennant un budget de 130 000 €. Le directeur dispose d'un apport de 20 000 € pour cet investissement. Quel montant doit-il emprunter? Bon, ça c'est une question qui est donnée. Hein. C'est une question qui est donnée assez facile en fait. Hein. Le coût du projet est de 120 000 €, 230 000 €. Le parc possède déjà 20 000 €. Il doit donc emprunter 130 000 moins 20 000, donc 110 000 €. C'est une question qui est donnée, ça, hein, quand même. Ok. Bon. Ça, j'en aurais plus besoin. Ok. Bon. Question B. Pour cet emprunt, la banque lui propose un prêt remboursable sur 4 ans par annuité constante, au taux annuel constant de 3,9%. Vérifiez que le directeur devra rembourser 30 232,50 € par an. Donc ça, c'est en fait, on va essayer de faire un prêt qui est remboursable par annuité constante. Et on me propose de calculer ces annuités. Et donc on me dit, voilà, on me demande de vérifier que ces annuités constantes se montent bien à 30 232,50 €. On vous donne la formule pour calculer les annuités constantes, donc si pareil, si jamais vous voulez vous rappeler comment obtenir cette formule, rapportez-vous au cours, hein, tout y est expliqué. Et donc on va calculer le... C'est ça, vérification du remboursement? Ouais, ok. Donc je vais juste reprendre la formule des annuités constantes, et le seul truc c'est de récupérer en fait
c'est de modifier en fait les éléments au bon endroit. Hein. Donc je fais tout simplement V0, multiplié par, j'ai besoin de nouveau d'un ratio, hop, en haut j'ai T, et en bas j'ai 1 pour l'instant, hop. Voilà, et en dénominateur j'ai 1 moins 1 plus T à la puissance moins n. Est-ce que je peux mettre ça en puissance? Normalement, oui. Ah, il me laisse pas le faire. Bon, je vais l'écrire comme ça, pour que ce soit clair. C'est à la puissance moins n. Ok, et donc on vous demande tout simplement de vérifier le remboursement. Et donc on vous demande juste de récupérer les informations, en fait, au bon endroit. Alors, pour calculer mes annuités, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que je prenne le montant du prêt. V0, c'est le montant du prêt, donc moi je vais faire un prêt de 110 000 €. On l'a vu à la question précédente. Ensuite, je vais multiplier par cet élément-là. Okay. Et cet élément-là, bah, j'ai le taux. Alors le taux, c'est donné dans l'énoncé aussi. On m'a dit que c'est 3,9%. Alors attention, il ne faut pas que je mette 3,9%. Hein, il faut que je le mette en forme de taux. C'est-à-dire qu'il faut que j'ai 0,039. Ça, c'est mon taux. En bas, j'ai quoi? J'ai 1 plus le taux, 0,039. Et n, bah, n, en fait, c'est le nombre d'années sur lequel je vais payer mon prêt. Et donc, ce sera sur 4 ans. Bon. Bah, j'ai pratiquement tout. Hein, il suffit de faire mon calcul. 110 000. Donc ici, j'ai déjà... Je vais écrire déjà comme ça. Donc... Je vais calculer mon dénominateur. Je vais faire ça avec Excel, ce sera un peu plus simple, parce que j'ai pas une calculatrice scientifique sur le... J'ai pas une calculatrice scientifique sur l'ordi. Donc je vais calculer simplement avec Excel. Alors c'est quoi? C'est 110, 1, 2, 3, multiplié par ma fraction. Donc au numérateur, j'ai 0,039. Que divise le dénominateur, qui est 1 moins 1,039 à la puissance moins 4. Je ferme le dénominateur et je ferme ça. Voilà. 30 232,5. 30 232,5, c'est bien ça. C'est bien ce qu'on me demandait de calculer. Oui, c'est bien ce qu'on me demandait de calculer. Donc on me demandait juste de vérifier, en fait, de prendre la formule et de remplacer tout simplement tous les éléments. En plus, on vous le donnait, hein, V0 c'est le montant emprunté, T le taux, N le nombre d'annuités. On vous demandait juste, en fait, de mettre les chiffres au bon endroit et de calculer, en fait, l'expression. Bon, ça c'est pas très compliqué. La partie 2, en fait, on vous demande maintenant de monter un tableau d'amortissement. Tableau d'amortissement que j'ai reproduit ici. Alors, évidemment, pendant l'examen, vous n'aurez pas le droit à Excel, hein, mais simplement pour l'explication. J'ai repris mon tableau d'amortissement. Et on va essayer de comprendre un petit peu comment tous ces éléments-là fonctionnent. Donc, on a le tableau d'amortissement de l'écoparc. Et question A, on vous demande quelle est la valeur inscrite dans la cellule F5. Alors, quelle est la valeur écrite en cellule F5? Ça, c'est encore une fois une question très facile. F5, en fait, si je regarde bien, c'est quoi? La colonne F, c'est la date en fin de période. Et 5, c'est la dernière ligne. Donc, c'est-à-dire, c'est le montant qui me reste à payer à la fin de mon prêt. Bah, c'est une question qui n'est pas... c'est pas très dur à répondre. Hein. À la fin de mon prêt, normalement, si j'ai remboursé tout mon prêt, bah, j'ai plus rien, en fait, à rembourser, donc j'ai 0. F5 contient la valeur
à rembourser à la fin de la période. Mais là, comme on est dans le 5, à la fin de la dernière période. Et donc, à la fin du prêt, il ne reste rien à rembourser. Donc, F5 égale 0. Voilà. Plutôt simple. Hein. Donc ici, effectivement, j'ai 0, puisque j'ai plus rien à rembourser normalement à la fin de cette période-là. Ok. Ensuite, on va me demander quelle formule doit-on saisir puis recopier vers le bas dans la cellule C2 et F2. Alors, C2. On va commencer par C2. C2. C2 concerne la colonne des intérêts. Ok. Les intérêts, comment est-ce qu'on les calcule? Les intérêts, on les calcule tout simplement en utilisant le taux du prêt, donc les 3,9%, que l'on va systématiquement calculer sur la dette en début de période. Donc en C2, j'ai normalement les intérêts sont égales à la dette en début de période multiplié par le taux du prêt. Donc dans C2, qu'est-ce que je devrais avoir? Je devrais avoir la date en début de période qui est B2, ok, et que je multiplie par le taux 3,0309. Si mes calculs sont bons, ça devrait dire que si je prends 0,0309 et que je les multiplie par les 110 000, je devrais avoir 4290. Puisque j'ai des valeurs, autant les vérifier. Donc si j'ai 110, 1, 2, 3 que je multiplie par 0,039, j'obtiens bien 4290 qui sont bien les intérêts pour cette année-là. Ok, donc ma formule marche. On me demande C2 et on me demande aussi une deuxième colonne, F2. Alors F2 c'est quoi? C'est la date en fin de période. Et là on me donne aussi encore une valeur qui va me permettre de vérifier. Oh, ils sont vraiment chouettes cette année-là. F2 concerne la colonne de la dette en fin de période. Alors comment je calcule la date en fin de période? Dette en fin de période. La date en fin de période, en fait, c'est quoi? Au début de la période, je devais payer 110 000 euros. Mais j'en ai payé une partie. Ok, j'en ai payé une partie pendant cette année-là. Alors, ce qui serait une erreur de dire, c'est de dire que l'intégralité de l'annuité est partie en fait dans le remboursement de prêt. Alors, c'est pas vrai, hein, puisque l'annuité couvre aussi les intérêts du prêt. Donc, la date en fin de période, en fait, c'est la dette en début de période auquel j'enlève uniquement les amortissements du prêt. Il ne faut pas que j'enlève les intérêts. Hein. Les intérêts, c'est ce que je paye à la banque pour qu'elle me laisse le droit de faire un prêt. Voilà. Donc, c'est comme si je payais le service, en fait. Mais par contre, les intérêts ne partent pas du tout de mon prêt. Donc, les dettes de fin de période, si jamais je dois calculer F2, bah normalement, F2, ça doit être égal à B2 moins D2. Alors là, je suis un peu embêté parce que D2, pour l'instant, j'ai rien. Mais je suppose que dans la prochaine question, en fait, on va me le demander. Alors, on va essayer de mettre les éléments petit à petit. Donc, C2, on avait dit que c'était la date en début de période multipliée par le taux de prêt. Je vais tirer ma formule jusqu'en bas. Et on a dit que la date en fin de période, 84 057, on avait dit que c'était date en début de période auquel j'enlevais les amortissements. Alors pour l'instant, ça colle pas, hein, évidemment. Mais on va regarder si, en calculant les amortissements, ça colle. Calculer la valeur de la cellule D2. Ah, bah voilà, ça arrive. Alors D2, c'est quoi? Hop, je reprends mes éléments. Donc, je dis, voilà, D2.
D2 concerne la colonne des amortissements. Ok. Alors comment je calcule ce D2? Bah, c'est assez simple au final. Hein. D2, c'est tous les mois, tous les ans, je vais rembourser 30 232,52. Mais la première année, sur ces 30 232,52, j'ai payé 4 290 d'intérêt. Donc l'amortissement, c'est ce qui reste. Donc il faut que je prenne en fait l'amortissement. C'est en fait égal aux annuités que je paye tous les ans. Mais de ces annuités, bah, tout ne rembourse pas mon prêt, puisqu'il y a aussi des intérêts, donc il ne faut pas que j'oublie d'enlever les intérêts. Et donc, ici, dans ce cas-là, dans D2, ce que je vais mettre, c'est D2 qui est égal à E2 moins C2. Est-ce qu'on me demande de le calculer, peut-être ici, plutôt que de mettre une formule? Calculer la valeur de la... Ok, calculer la valeur de C2. Ok. On va le calculer du coup. Calculer la valeur de D2. Alors dans E2, j'ai quoi? Dans E2, j'ai 30 232,52. Et de ça, j'enlève C2, 4290. Et j'obtiens... Hop. 30 232,52 moins 4290, j'obtiens 25 942,52. 25 942 52. Ok. Est-ce que ça marche? Je vais essayer pour voir si j'obtiens en fait les mêmes résultats avec mon petit classeur Excel. Amortissement, j'ai donc dit, c'est les annuités moins les intérêts. Alors, la date de fin de période s'est mise à jour, 84 057,48, super. Et ça a l'air d'être correct. Ok, très bien. Est-ce qu'on me demande encore quelque chose? Quel est le coût total du crédit? Alors, quel est le coût total du crédit? C'est une question qui n'est pas très difficile à répondre. C'est une question en fait de se dire combien j'ai emprunté et combien ça m'a coûté au final. Alors, combien j'ai emprunté? Alors, je vais mettre un petit peu ces éléments-là. J'ai emprunté 100 000 euros. 110 000 euros. Pardon. J'ai payé, j'ai remboursé. J'ai remboursé quoi? J'ai remboursé 4 annuités de 30 232,52. Ce qui est égal à 30 232 52 x 4 120 930,08. Donc le crédit m'a coûté 120 930,08 moins 110 000. Ok. Ça, c'est ce que j'avais effectivement emprunté. Et ce qui est en surplus... Ah mince, j'aurais dû le laisser. 120 930,08 moins 110 000. Et ça fait 10 930,08. Voilà. Problème du tableau d'amortissement est entièrement terminé. Bon. Voilà. Donc c'est effectivement un exercice d'évaluation assez type, c'est-à-dire que vous avez plusieurs parties, chaque partie vise quelque chose d'un petit peu différent du programme. On a fait de l'analyse de fonctions, on a fait de la loi normale, on a fait un tableau d'amortissement. Voilà, on a un petit peu ces éléments que l'on a pu revoir tout au long en fait, de cette évaluation. Alors cette évaluation, vous pouvez retrouver dans la description, en fait, vous allez voir que la description est entièrement chapitrée, pour que vous puissiez vous rendre à n'importe quelle question assez rapidement. De plus, vous pouvez retrouver ces éléments de correction également dans la description, dans un répertoire GitHub, où vous pouvez récupérer tous ces éléments-là. Voilà. J'espère que cette correction aura été claire, et puis il me souhaite à vous souhaiter encore bon courage
pour les épreuves, effectivement, de mathématiques pour le BTS CG. À bientôt!